Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bonsoir Martine. Je voudrais saluer Madame la députée Béatrice Bellamy qui vient de nous rejoindre. Vous saluez toutes et tous, nombreux, pour ce conseil communautaire décentralisé. Et je vais laisser Vincent nous dire quelques mots, lui qui nous accueille ce soir. Le remercier, lui et ses équipes, pour son accueil. Et puis Vincent, je te laisse la parole. Merci Monsieur le Président. Bienvenue à tous, nombreux, c'est vrai, chers amis, chers collègues. Bienvenue à Mareuil-sur-Lay, la commune où il fait toujours beau, comme vous pouvez le voir. Je vais commencer par un petit clin d'œil, mais deux bonnes nouvelles. Une qui concerne nos terroirs et nos produits locaux, puisque Mareuil-sur-Lay, vous savez que c'est le pays du vin. Donc, excellente récolte qualitativement à Mareuil cette année. Voilà. Après, vous pouvez vous rapprocher de vos distributeurs habituels. Et puis, écoutez, je profite que notre député soit là, et puis je salue le fait que nous ayons toujours un gouvernement. C'est quand même une bonne nouvelle, et j'ai bon espoir qu'un jour aussi, on ait aussi un budget, et ça, idéalement, avant la fin de l'année, ce serait formidable. Voilà, nous allons débattre sur des sujets plus locaux, mais néanmoins aussi importants. Donc je vais repasser. Le micro ne marche plus, si c'est bon, je repasse la parole à Monsieur le Président, et je vous souhaite à tous une bonne soirée. Merci. Bien, donc il me faut tout d'abord désigner un secrétaire de séance. Je peux vous proposer donc Arnaud Bouger pour Luçon, Patricia Beau pour Mareuil-sur-Lay et Joseph Marie Alétru, mais qui doit être absent, je pense. Joseph, il m'avait dit. Est-ce que Patricia, en tant que locale de l'étape, tu veux bien, merci, remplir la fonction? Parfait, super. J'ai un certain nombre de pouvoirs. Le premier concerne M. Boisseau, qui donne pouvoir à M. Huger. M. Mettet, qui donne pouvoir à Mme Fardin. M. Pelletier, qui donne pouvoir à M. Gauvreau. M. Berger, qui donne pouvoir à Mme Martin Barlier. Mme Le Goff, qui donne pouvoir à M. Charpentier. Mme Thibault, qui donne pouvoir à M. Bonin. Mme Sorin, qui donne pouvoir à M. Lesage. M. Barré, qui donne pouvoir à M. Guilbeault. Mme Brunet, qui donne pouvoir à Mme Poupée. M. Alétru, qui donne pouvoir à Mme Jadot. M. Pelot, qui donne pouvoir à Mme Peigné. M. Froment, qui donne pouvoir à M. Marcheguet. Mme Denfer, qui donne pouvoir à Mme Baudry. Voilà pour les pouvoirs. Merci Stéphanie. Alors, vous aviez les délibérations prises par le bureau communautaire. Est-ce que ça appelle des observations? Pas d'observation. Et vous aviez également celle prise par moi-même, pardon. D'observation? Pas d'observation, parfait. Concernant le procès verbal de la séance du Conseil du 18 septembre, est-ce qu'il y avait des observations à formuler sur ce procès verbal? C'est bon pour vous? Je vous propose de l'adopter. Est-ce que des gens sont contre? S'abstiennent? Merci. Donc on va pouvoir démarrer l'ordre formel de ce Conseil communautaire. Et c'est Pierre qui nous présente la première délibération. Bonsoir à tous. Ça va? Peut-être pas mettre trop près. Voilà. Donc je suis chargé de vous présenter le rapport d'activité. Voilà. Le système marche quand même. Donc le rapport d'activité 2024 du service déchets de la communauté de communes. Donc c'est vrai que chaque année, nous devons présenter à l'Assemblée délibérante un rapport sur le prix et la qualité du service destiné notamment à l'information des usagers. Donc c'est très bien en plus qu'il y ait beaucoup de public ce soir. Donc ce rapport annuel vise un double objectif: rassembler et mettre en perspective, dans une logique de transparence, les données existantes sur le sujet. Je serai malgré tout assez sommaire parce qu'on pourrait entrer dans beaucoup de détails, mais aussi permettre l'information des citoyens sur le fonctionnement, le coût, le financement et la qualité du service. Voilà. Et donc l'enjeu, c'est bien de favoriser la prise de conscience par les citoyens des enjeux de la prévention et du tri des déchets, mais aussi de l'économie circulaire et de leur propre rôle dans la gestion locale des déchets. Tout un programme. Voilà, alors, ça c'est le premier point, et il y aura un deuxième point d'information. En effet,
vous le saviez déjà, au 1er janvier, nous passons à la redevance incitative. Nous avons fait le maximum pour que tout soit prêt ce mois-ci, mais tout n'était pas calé, et notamment le règlement qui est en finition. Donc, nous avons choisi de vous présenter les tarifs, l'essentiel du projet, pour que vous puissiez le savoir, parce qu'il y a une demande forte sur ce sujet, mais aussi que ce mois serve à faire remonter toutes les questions qui sont nombreuses, on le comprend et c'est normal, sur le détail de plein de choses qui vont changer malgré tout en 2026. Donc ce mois, entre la présentation que je vais vous faire tout à l'heure et le mois de novembre, je crois que ça sera le 20 novembre, le prochain conseil communautaire, où là, nous délibérerons sur les tarifs et le règlement. Voilà. Alors, je vous propose de passer au rapport tout de suite. Donc, tout de suite, la première page sur la compétence. C'est un rappel des... vous pouvez tourner. Voilà, merci. Donc, pour rappel, la communauté de communes a pour compétence la collecte des déchets ménagers. La collecte, c'est à la fois le porte-à-porte pour les déchets ménagers et les emballages, la collecte des points d'apport volontaires, il y en a de plus en plus, et la gestion de 10 déchetteries. Voilà. Et en termes de traitement, nous avons délégué cette compétence à Trivalis, syndicat départemental. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, mais voilà. Alors, concrètement, quels sont un peu les résultats de l'année 2024 ? Donc, ce qui est intéressant, c'est que vous regardez à droite les flèches rouges qui baissent, les flèches vertes qui montent et les flèches jaunes qui disent à peu près de la stabilité. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'en termes d'ordures ménagères, qui est le point sensible et qui va être à la base de l'incitation l'année prochaine, on observe cette année une baisse appréciable, de 7%. Voilà, ce qui n'est pas neutre. Et on voit bien que cette tendance-là, elle est générale. Dans toutes les autres communautés de communes, on a aussi ça. Mais chez nous, il y a aussi un aspect lié au barriérage qu'on a mis en place sur quelques déchetteries et qui nous évite maintenant d'avoir des apports des voisins. Voilà, donc ça a un petit peu calmé le jeu. Voilà. Les biodéchets, ça c'est une nouvelle collecte qui se met en place parce qu'elle est obligatoire maintenant. Et donc elle fonctionne pour les restaurants scolaires, pour les établissements publics et pour les métiers de bouche. Voilà. Donc cette année, évidemment, comme c'est la première année un peu plus qui n'est pas de croisière encore, mais il y a une augmentation importante. Voilà. Le verre, bon, on pourra en parler en détail, mais le problème du verre, c'est qu'il est revendu. Les déchets de verre sont revendus, mais les prix sont très bas en ce moment. Ça, c'est notre problème. Les emballages continuent à augmenter. Ça, c'est bon, voilà, ça c'est la réalité. Il y a un meilleur tri aussi parce qu'on voit que pour que les ordures ménagères baissent, c'est sans doute que les emballages pour partie sont moins présents dans les ordures ménagères qu'avant. Voilà, on trie un peu mieux. Voilà. Le papier, il y a une diminution structurelle. Voilà, on consomme de moins en moins de papier, donc moins 4-7%. Tous les ans, on a ce constat-là en ce moment. Voilà. Après, dans le bas, on voit les déchets dangereux. Donc, les variations, bon, on sent qu'il y a en effet un meilleur tri qui est fait dans les déchetteries et qui contribue à l'accroissement de certains déchets qu'on est capable ensuite de recycler ou de valoriser. Donc, la page suivante. Alors, un point important, évidemment, les déchets ultimes. On parle plus souvent, fréquemment, de tout venant dans les déchetteries. Et là, une bonne nouvelle, c'est qu'en 2024, le tout venant a baissé de presque 18%. Ça, c'est important. Et on voit bien là l'effet du barriérage dont j'ai parlé, mais aussi d'un meilleur tri quand même. Quand on vient en déchetterie, il faut avoir trié au maximum pour éviter de mettre en tout venant. Voilà. On pourrait en parler longtemps, mais ça, je crois que c'est un message de base. Le bois, que vous voyez qui augmente beaucoup, ce n'est qu'un transfert des déchets d'ameublement qui sont 2 lignes en dessous, à moins 32, et qui passent dans une nouvelle responsabilité du producteur, là, qui se met en place, et donc ce qui fait que le taux est important. Mais ce n'est qu'un transfert de tri.
Voilà. Les déchets végétaux en 2024, c'est stable. Bon, c'est un sujet auquel on est sensible parce que là, le taux ne dit pas grand-chose, mais les volumes, c'est parmi les volumes les plus importants en déchetterie, puisque nous avons plus de 10 000 tonnes. Donc voilà, c'est quelque chose d'important. Après, on pourrait passer une par une toutes les lignes, mais voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Les plaques de plâtre qui diminuent de 18%, c'est vrai que là, en 2024, il y a une nouvelle REP, responsabilité élargie des producteurs, là, qui s'est mise en place et qui fait que maintenant, les plaques de plâtre, c'est financé par l'éco-organisme. Mais dès 2024, il y avait eu une diminution importante parce que on faisait payer les professionnels à cette époque-là. Voilà. Bon. Vous voyez les autres chiffres. Alors, globalement, où on en est. Donc, vous voyez, en Sud-Vendée littorale, on produit encore 45 000, presque 46 000 tonnes de déchets. Donc, à la fois ordures ménagères, emballage, mais aussi tout ce qui est en déchetterie. Donc, ce qui est important, c'est de voir qu'il y a en effet 16 349 tonnes qui sont prélevées en porte-à-porte, emballage et ordures ménagères, et presque 30 000 tonnes en déchetterie. Donc, c'est du 1/3, 2/3, en clair. Et le défi, il est bien en déchetterie. Alors, si on se compare à la moyenne vendéenne, ce qui est intéressant d'observer, c'est que entre nous qui sommes à 237 kg par habitant, chez nous, la Vendée est en moyenne à 235. Donc, on est dans la moyenne. Ce n'est pas pour ça qu'on est bien, mais on est dans la moyenne. D'accord ? Par contre, au niveau des déchetteries, on est à 426 kg, alors que la Vendée est à 357. Et là, c'est vrai, c'est là le gros effort que nous avons à faire, et c'est tout l'enjeu du programme de rationalisation des déchetteries qui a commencé, qui va se faire dans les 4, 5, 6 ans. Voilà. Un chiffre que je voudrais vous dire, c'est qu'on ne le fait pas par plaisir de diminuer, c'est que c'est une obligation réglementaire. Et donc la loi AGEC, qui avait été votée en 2021 ou 2022, nous préconise d'arriver à maximum 500 kg par habitant en 2030. Et vous voyez que la Vendée est encore à 592, nous à 663. On a des efforts à faire tous dans ce domaine-là. Ça va ? On passe au bilan financier. Donc, d'abord les investissements. Alors, vous allez observer qu'il y a un gros décalage, évidemment, entre les dépenses et les recettes. L'année 2024 était une année de fort investissement en vue du passage à la redevance incitative. Donc, c'est l'année où il y a eu toute l'enquête Viacol, tout le recensement de tous les producteurs de déchets. Tous, vous avez été concernés par cela. Et ça nous a coûté quand même une belle somme d'argent. On a un bon résultat malgré tout, mais on n'a encore pas tout à fait tout le monde. Il y a encore quelques réticents qui ne sont pas enregistrés. Voilà. Le barriérage aussi a été un moment important. Les bacs, parce que même si nous n'avons pas changé tous les bacs, il a fallu en changer un certain nombre. Les points d'apport volontaires, on est passé, on a multiplié beaucoup les points d'apport volontaires, notamment sur la côte, mais aussi à Luçon. Voilà. Et notamment en points d'ordures ménagères qui seront mis en place officiellement au 1er janvier. Donc ça, c'est un gros investissement. Et puis après, tous les équipements pour la redevance, le logiciel, les puces, le matériel de détection, etc. Voilà. Ce bilan financier, ce n'est qu'un extrait du budget général. Pour le moment, nous sommes dans le budget général. Alors, en fonctionnement, donc là, on a une année plutôt favorable, puisqu'on a en dépenses 9 337 000, disons, et puis en recettes 10 357 000. Donc, ça nous permet, c'est vrai, de couvrir une toute petite partie des investissements. Voilà. Et c'est vrai que ce résultat positif tient aussi au fait qu'en effet, avec les baisses de tonnage d'ordures ménagères, de moins de tout venant, il y a la taxe générale sur les activités polluantes qui est liée à ça, et donc qui nous coûte très cher. Donc plus on réduit les ordures et les tout venants, la taxe aussi diminue fortement. Donc on y gagne notablement. Voilà. Et donc le message de base,
baisser les tonnages et mieux trier, c'est très efficace au niveau réduction des dépenses. Hein, voilà. J'avais envie d'en rester là avec vous, à moins qu'il y ait des questions. Ça vous laisse sans voix, peut-être. Hein. Vous avez le temps d'y réfléchir encore, puisque je vous propose de passer au deuxième temps, hein, qui est le point sur la redevance incitative. La délibération portera sur le fait de prendre acte de ce rapport. Hein. Et là, maintenant, on passe à un point d'information. Hein, comme je vous l'ai dit, les décisions seront prises le mois prochain. Alors, voilà. Donc, il y a un planning qu'on vous propose. La redevance, on en parle depuis 2021. Voilà. 2021-2022, il y a eu des réunions, des concertations, il y a eu plein de choses. Et 2023 était une date importante, puisqu'il y avait 2 territoires à la redevance déjà, mais qui n'étaient pas incitatives, et 2 territoires à la taxe. Pour des raisons de temps, et pour se mettre à jour, pour passer à la redevance en 2026, le choix a été fait de revenir tout le monde à la taxe. Hein, voilà. Et donc, depuis 2023, 2024, 2025, c'est 3 années à la taxe. Donc, cette année, nous sommes la dernière année. Donc, 2024-2025, ça a été vraiment le déploiement opérationnel de la redevance incitative. Et je vais vous expliquer en détail maintenant comment ça se passe. Et puis, au 2026, en effet, c'est opérationnel, complètement. Donc, les grandes questions, en effet, qui nous sont souvent posées, combien de levées, combien d'entrées en déchetterie. Donc, voilà. Le choix a été fait il y a un comité de pilotage qui a travaillé plusieurs fois là-dessus. Il y a eu un séminaire des élus qui a donc fait le choix de facturer les ménages pour une part fixe à hauteur de 14 levées du bac ordures ménagères par an. Hein, ça représente un par mois, plus 2 fonction des événements, fonction, voilà, hein, en plus. Voilà. Et 18 passages en déchetterie. Voilà. Par rapport à la Vendée, on a de tout en Vendée actuellement. Hein. On a des collectivités qui sont plus élevées que nous encore, puis d'autres beaucoup moins. Il y a vraiment de tout. Hein. Donc ça dépend de l'historique aussi de chacun, ça dépend de plein de choses. Voilà. Et puis un point particulier, nous, parce qu'il y a un nombre de résidences secondaires important, donc on a fait le choix, pour toutes les résidences secondaires qui ont un bac actuellement, de maintenir ce bac. Voilà. S'il correspond en plus au nombre de personnes dans le foyer, mais avec une possibilité nouvelle d'accéder au point d'apport volontaire via le badge déchetterie. Hein, ça sera une souplesse accordée aux vacanciers qui viennent, et quand ils repartent, ils ne sont pas toujours le lendemain de la collecte. Donc souvent les bacs traînent, ça pose plein de problèmes. Donc le dernier sac d'ordures ménagères, plutôt que de le laisser dans un bac qui va traîner longtemps, l'idée c'est d'aller le mettre dans un point d'apport volontaire, et comme ça, tout est nickel. Voilà. Je vais vous expliquer après les histoires de tarifs. On peut passer. Alors en effet, il y a eu plein de questions. Il est important de souligner que les fréquences de collecte d'ordures ménagères et d'emballage ne changeront pas au 1er janvier 2026. Ça continuera exactement pareil que cette année. Donc tous les 15 jours en moyenne pour tous les territoires ruraux, tous les 8 jours à Luçon et sur la côte, avec des détails après selon les périodes, selon les saisons, mais voilà, le rythme ne change pas. De même, pour tout ce qui est point d'apport volontaire, emballage, verre et papier, il n'y aura aucune limitation de dépôt. Tout ce que vous avez, vous le mettez là-dedans, pas de souci. Voilà. Ensuite, le nombre de sacs de jaune d'emballage, il n'y aura pas non plus de restriction aucunement. Si vous en mettez un tous les 15 jours, pas de souci, c'est pris sans conséquence. Voilà. C'est vrai qu'actuellement, on encourage encore à mieux trier et on n'en est pas à vouloir limiter les emballages. Hein. L'important, c'est de trier dans un premier temps. Les emballages, ceci dit, il y en a beaucoup, hein, mais voilà. Et dernier point, pour les professionnels et les administrations, il n'y aura pas de limitation de passage en déchetterie. On va y revenir sur ce point-là. Ça va ? Alors, je ne sais pas si vous avez gardé le chiffre
du budget de dépenses en 2024. On était à 9 337 000. Là, donc, on est parti sur un budget équilibré en 2026 à 9 247 000 euros. Voilà, donc une certaine stabilité par rapport à 2024. On a des paris, évidemment, de réduction, donc d'économie, mais actuellement, il y a beaucoup d'incertitudes sur l'évolution de l'organisation des déchets au niveau national. Et donc, on est très prudent à ne pas baisser les coûts parce que voilà, il y a beaucoup d'incertitudes. Alors, comment on va gérer ce budget? Donc, une part fixe pour chaque producteur de déchets qui sera constitué d'un abonnement annuel d'accès à l'ensemble du service déchets. Donc, c'est un peu cet abonnement qui donne droit aux 18 passages en déchetterie pour les ménages. Voilà. Deuxième point, un forfait dotation. Alors là, pour les ordures ménagères, qui est dimensionné selon le nombre de personnes dans le foyer. 2 personnes auront un bac de 80 litres. 2-3 personnes, 120 ou 140 litres. 4-5 personnes, 180 litres. Et 6 personnes ou plus, 240 litres. Voilà. Donc c'est un forfait dotation de bac. Voilà. Il y a une petite différence, en effet, au nombre de personnes par foyer pour les usagers en point d'apport volontaire. J'y reviendrai tout à l'heure. Mais ce forfait, voilà, selon le volume du bac. Et ensuite, un forfait collecte qui inclut une utilisation minimale du service pour la collecte OMR. Donc, c'est 14 levées. Le forfait, jusqu'à 14 levées, vous payez le forfait, point barre. D'accord? Voilà. Et ensuite, dans un second temps, une part variable, éventuellement, si vous dépassez le service au-delà. Donc, la 15e levée sera facturée. Le 19e passage en déchetterie sera facturé. D'accord? Voilà. Si ce n'est pas clair, vous me le dites. Voilà. Alors, on va vous passer 5 tableaux de forfait. Voilà. C'est pas très compliqué, mais c'est vrai qu'il faut rentrer dedans. Alors, pour les usagers en bac individuel, c'est quand même le gros de la troupe. Vous représentez 80-85% des producteurs. Donc, en effet, 14 levées de bac, 18 passages en déchetterie. Donc, on a calculé de la façon suivante. Fonction du volume du bac, donc on vous rappelle les personnes dans le foyer, chacun s'est déclaré. Et donc, l'accès au service, c'est la même chose pour tout le monde, 18 passages en déchetterie, donc 97 €. Après, en effet, il y a le forfait fonction du volume du bac. Donc, évidemment, le tarif change, 46, 68, etc. Et puis, en plus, après, il y a la collecte jusqu'à 14 levées, et ça représente un coût, là aussi, donc 37, 55, 65. Bref, quand vous additionnez les 3 chiffres, vous arrivez, fonction du volume du bac, à un total de forfaits. Voilà, 180, 220, 242, 283 ou 345. Voilà. Vous pouvez retenir déjà ce chiffre parce que ça sera la base de votre facturation 2026. Évidemment, au-delà de 14 levées, la 15e levée, elle vous sera facturée si vous en avez 15 ou plus. Et donc, vous voyez que fonction du volume du bac, le tarif n'est pas le même. À 80 litres, on a 2,60 la levée supplémentaire, 4 €, 4,6, etc. D'accord? Donc, chacun jugera. Alors, c'est vrai qu'on avait espéré on avait parlé d'une année blanche pendant toute une époque. Et en fait, cette année blanche, on n'a pas pu la faire parce que les outils pour mesurer les comportements, les quantités, etc., ils sont effectifs que maintenant, en fin d'année. Donc, c'est vraiment en 2026 qu'on va tester les comportements, les habitudes, les fonctionnements. Et donc, en fin 2026 ou début 2027, on adaptera aussi les choses en fonction de ces constats-là. Ça, c'était le premier forfait. Ah si, un point que je n'ai pas dit en bas, mais il est le même pour tous les forfaits. En déchetterie, jusqu'à 18, pas de problème. 19e passage, le 19e passage sera facturé 5 €. Alors, je vous le dis quand même, c'est notre proposition aujourd'hui. Voilà. Tous les détails toutes les questions que vous pouvez soulever, n'hésitez pas
Hein, je ne pourrai pas vous répondre à tous les détails ce soir parce qu'on y passerait le conseil. Hein. Par contre, dans le mois qui vient, n'hésitez pas à revenir vers nous pour dire « Oh là là, j'ai pas tout compris ». Voilà. Vraiment, c'est l'intérêt de ce mois-là. Alors, deuxième forfait. Oui, on voit, vous ne voyez pas le... Ah si, vous le voyez là-bas, c'est moi qui ne vois pas, d'accord. Hein, ok. Donc, le forfait 2, ménage en bac collectif. Donc, à Luçon, comme sur la côte, il y a quand même des immeubles ou des résidences où ils sont organisés en bac collectif. Donc ça a été une négociation parce que d'un point de vue incitatif, nous avons conscience que le bac collectif n'est pas le meilleur plan. Mais en termes d'organisation, d'individualisation pour tous ces résidents-là, pour le moment, ça s'avère compliqué dans un certain nombre de cas. Donc, on a une proposition pour des ménages ou des producteurs de déchets en bac collectif. Donc, les volumes de bac, vous voyez, 240, 360, 660. L'accès au service est le même. La part en fonction du volume, donc, est aussi calculée de la même façon. Et là, par contre, donc, le total, on part de 0 levé au départ. Parce qu'en effet, il n'y aura pas de forfait levé. Il y aura un coût à la levée dès la première levée pour les bacs collectifs. Donc, vous voyez, le total RI, 0 levé, 233, mais dès la première levée, ça sera 8 €. Alors, évidemment, si toutes les semaines, le bac est levé, vous voyez, ça peut emmener jusqu'à 648, 924 ou 1614. Donc, ça sera aux gérants de ces immeubles collectifs d'optimiser les levées de bac pour pas que, peut-être qu'ils n'en aient pas toutes les semaines. Hein. Et donc là, c'est un message pour tout le monde d'ailleurs. L'enjeu pour une levée de bac en 2026, c'est que vous mettiez à la collecte des bacs pleins, qui ne débordent pas, qui se ferment, mais qui soient pleins. Voilà. Ça va? Alors, troisième forfait. Alors, un point plus spécifique pour les résidences secondaires. Résidences secondaires, donc en clair, ça concerne La Tranche, l'Aiguillon, Saint-Michel, Grue, Saint-Denis aussi, Luçon. À voir dans l'avenir, il y aura peut-être d'autres communes, mais pour le moment, en accès à des épaves d'ordures ménagères, ce ne sont que ces communes-là qui sont concernées. Ces points d'apport volontaire, d'ailleurs, ne sont pas ouverts encore à ce jour. Ils seront ouverts au 1er janvier. Et donc, en effet, les résidences secondaires ont les mêmes bases de facturation que tout le monde, 14 levées de bac, mais en plus, elles peuvent avoir accès à un point d'apport volontaire qui serait une part variable, donc facturation dès le premier dépôt. Donc ce que vous voyez, c'est que vous voyez la totale RI, donc 14 levées, 180, 220, 242, c'est la même chose que tout le monde. Hein. Au-delà des 14 levées, les tarifs sont les mêmes que tout le monde. Par contre, le premier dépôt en point d'apport volontaire, c'est 2 €. Là, parce qu'un dépôt en point d'apport volontaire, en gros, c'est 60 litres. On a calculé sur la base de 60 litres. Voilà. Alors maintenant, en effet, il y a une option qui est en train d'être travaillée pour, en effet, que des gens puissent être 100% en point d'apport volontaire. En fait, ça concerne essentiellement le centre-ville de Luçon, où on a, je me permets de le dire comme ça, Dominique, on a des vrais problèmes de bacs qui restent dehors, et c'est vrai que la ville souhaiterait bien que ce soit plus propre que ça. Sur la côte aussi, il y a quelques endroits où c'est dense, et donc, voilà. Et l'enjeu, c'est de permettre, dans ces coins très denses, à ce que les gens aillent 100% au point que les gens n'aient plus de bac. Et donc, pas de bac à rentrer chez soi, et pas de bac à traîner dans la rue. Et donc, ça change un peu la donne en termes de nombre de dépôts, puisque ces gens-là n'ont plus les 14 levées comme tout le monde, mais un bac, un point donc en pave, c'est 60 litres seulement. Donc là, vous voyez, le forfait, ça monte à 18 dépôts en pave, 28, 42, 56. Donc c'est un petit peu différent. Voilà. Les parts de dépôt en fonction du nombre de personnes, donc il y a aussi la même chose après. Bref, le total, au bout du compte, le tarif global est le même que pour chacun d'entre vous. 180, 220, 283, etc. Et puis après, là aussi, même chose, pour ceux qui dépassent le forfait, il y aura un point supplémentaire à 2 €. Ça va?
Et c'est le dernier forfait qui là concerne les professionnels, mais aussi, alors on a mis les administrations, mais dont les communes. Voilà. Alors là, c'est un petit peu spécifique. La part fixe, en effet, correspondant à l'abonnement à l'ensemble du service déchets et d'accès à la déchetterie, sans facturation de levée mini-facturée. Donc, en fait, l'accès au service, 97 €. Et puis, fonction du bac, en effet, la part en fonction du volume du bac, ça rentre. Et donc, le total part fixe est ces deux lignes, ces deux colonnes-là. Et après, la première levée est facturée. Donc, par exemple, un bac de 80 litres, c'est 2,60, 4 à 120, 4,6, etc. Le tarif T2, c'est différent. C'est à partir de la 53e levée. Parce qu'il y a des professionnels qui ont besoin d'être collectés au moins saisonnièrement 2 fois par semaine environ, voire plus quelquefois. Donc ça peut nous emmener au-delà des 52 semaines de l'année, d'où un tarif qui est différent. D'accord ? Voilà. Et donc après, la part variable, où j'étais on peut revient un petit peu en arrière là. La part variable, en effet, c'est au-delà de 104, donc 2 par semaine. Voilà. Si vous avez des questions pour ça, n'hésitez pas. Alors, en effet, maintenant, comment ça se passe en effet, au niveau de tarifs? Actuellement, l'année dernière, je pense, on avait voté les tarifs déjà, et parce que quand la REP, vous voyez, c'est expliqué en bas, responsabilité élargie du producteur, PMCB, donc ça veut dire produits et matériaux de construction du bâtiment. Voilà. Donc en fait, cette REP, c'est tous les produits, il y a une taxe, une contribution qui est prélevée sur toute la vente des produits dans ce domaine-là et qui permet de financer cette REP. Et donc, comme dans ce cadre-là, tout ce qui est gravat, bois, plastique rigide, plaques de plâtre notamment, c'est collecté gratuitement. Voilà. Et même nous, comme collectivité, on est indemnisé compte tenu de ça, de ce service qu'on rend. Voilà. Le problème, c'est qu'actuellement, cette REP, elle est un petit peu en difficulté. Ils ont sous-estimé les coûts. Bon, je ne vais pas vous rentrer dans les détails, mais elle n'a pas une durabilité garantie. Donc, c'est pourquoi on vous rappelle les tarifs qui existaient avant, sans la REP PMCB. Voilà. Donc, tout venant, déchets verts, gravats, et là, tout est facturé aux professionnels. D'accord ? Est-ce que vous arrivez tous à lire ? Oui. Voilà. Et donc, le dernier tarif, c'est pour les administrations et les communes. Donc ça n'a pas changé. Pour le moment, il n'y a que les déchets verts, où on incite les communes à gérer ça pour partie hors déchetterie. Et quand ça vient en déchetterie, on facture un peu le dépôt. Pour tout le reste, les communes, c'est gratuit. Ça va ? Alors, comment se passera la facturation ? Là, on vous donne l'exemple pour les professionnels et les administrations. Pour les particuliers, c'est assez simple. J'en dis quelques mots. On n'a pas fait le slide pour ça. Il y aura une première facture en juillet, et donc vous serez facturé sur la moitié du montant de la part fixe. Donc, vous vous souvenez, le premier tarif, 180 €, et 1er juillet, vous recevrez une facture, ceux qui sont concernés, de 90 €. Voilà. Je ne sais pas s'il y a de la TVA. Oui, à ce point-là, on en reparlera. Il y a de la TVA. Voilà. Et puis la deuxième facture pour les particuliers, ça sera donc le début de l'année suivante, donc la deuxième moitié de la part fixe, à nouveau 90, plus éventuellement les levées supplémentaires ou les passages supplémentaires en déchetterie. Voilà. Alors, pour les administrations, en effet, comme il n'y a pas de levée minimum, dès la première facture en juillet, on ajoutera, au-delà de la part fixe, les levées du premier semestre. Et en janvier 2027, on comptabilisera les levées du second semestre. Voilà.
Et donc, on souligne en effet qu'il y aura un seul accès au service qui sera facturé aux communes. On va pas, même s'il y a différents endroits dans les communes, il n'y aura qu'un seul accès au service. Donc, on reviendra, d'ailleurs, pour information, on est à votre disposition, d'ailleurs, pour écouter toutes vos questions, parce que ce n'est pas neutre pour les communes, mais justement, il y aura tout un travail l'année prochaine pour optimiser la collecte des déchets des communes et faire que les coûts ne s'enflamment pas trop. Voilà. Voilà, et bien vous voyez, finalement, aujourd'hui, on est là pour vous en parler. On est à votre écoute dans le mois qui vient pour toutes les questions, parce que je pense qu'il va y en avoir. Et donc, alors, avant le 31-12, c'est concrètement le 20 novembre que ça sera fait. Hein, donc, on validera les tarifs de la redevance, on approuvera le règlement de facturation, ainsi que le règlement de collecte et des déchetteries. Voilà. Et là, on pourra rentrer dans les détails dont on ne pouvait pas parler ce soir. Voilà. Parce qu'il y a des cas particuliers, il y a plein de situations qu'il faut prendre en compte. Hein, voilà. Ça vous laisse sans voix? Il y a des questions? Oui, voilà. Merci de poser la question. Qu'est-ce qui est prévu pour les associations sportives? Donc ça, c'est à voir dans les communes. Et c'est ce travail-là qui sera à faire dans les communes, parce qu'en effet, selon le niveau de production de déchets, soit les associations prennent de l'autonomie et gèrent eux-mêmes avec une carte déchetterie, voire un bac, soit ça rentre au sein de la commune, mais à voir à quelles conditions. Voilà. Tout est ouvert à ce stade-là. Mais c'est aux communes de gérer leurs relations avec les assos, hein, pour faire en sorte qu'en effet... J'ai terminé. Voilà. Mais en effet, ça reste à caler précisément, parce qu'on ne va pas pouvoir faire un modèle unique, hein, obligatoirement. Il va falloir adapter, parce que selon la dimension des assos, vous voyez, ça va être très variable. Ça va ? Le silence, ça va? Ça veut dire que tout est clair? Oh là là. Non, mais alors, voilà, ce que je vous propose, c'est que ce point sur la redevance incitative, voilà, c'était important de vous en parler. Ah pardon, vas-y, oui. Savoir comment ça se passait pour les professionnels à domicile, type nourrice ou choses comme ça. Voilà. Ça fait partie, ça, des questions qui sont en train de se régler, et je vous propose de pas, parce que là, il y en a plein de questions comme ça, hein, voilà, hein, mais ça, c'en est une parmi d'autres, hein, de fait. Donc, ce soir, moi, je ne vais pas vous rentrer là-dedans parce que ça nous rentrerait dans d'autres choses, mais c'est assez typiquement la question, en effet, à laquelle on répondra le mois prochain. Hein, voilà. Et il y en a plein d'autres, je peux vous le garantir. Hein, voilà. Et n'hésitez pas à nous renvoyer ces questions, parce qu'il se peut que certaines questions ou certains cas spécifiques, on ne les ait pas pris en compte. Et à voir dans vos communes, justement, en fonction de vos réalités, de dire, oh là, alors, l'association sportive, on vient d'en parler, il y a d'autres cas, sans doute, qui seront à préciser. Voilà. Mais merci d'avoir posé cette question, déjà. À ce stade-là, je vous propose d'approuver déjà le rapport d'activité. Je ne vous demande pas d'approuver les tarifs. Hein. Ça, c'était de l'information. Hein. Seulement d'approuver le rapport d'activité du service public d'élimination des déchets. Voilà. De prendre acte, en quelque sorte. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est contre pour ce rapport uniquement? Est-ce que quelqu'un s'abstient? Merci de votre approbation. Merci Pierre pour cette présentation exhaustive à la fois du rapport d'activité, hein, pour ce qui s'est passé l'an dernier sur le territoire, et surtout, je crois que c'est important de le faire ce soir, de commencer à échanger, à communiquer sur ces tarifs, même si bien évidemment, et tu l'as rappelé, ce sera soumis au vote des élus
le mois prochain. Mais c'était surtout l'occasion de dire, puisqu'on est comment dirais-je, en délocalisé ce soir et la présence du public et de la presse, voilà, de dire que s'il y a des interrogations, des questionnements, ne pas hésiter effectivement à faire remonter vos cas particuliers pour qu'on puisse les traiter dans le cadre du règlement qui sera, enfin des règlements, en l'espèce celui des déchetteries et des ordures ménagères qui seront traités donc le mois prochain. Voilà, donc dossier qui est encore sur la table et comment on sera opérationnel à compter donc du 1er janvier, comme vous l'avez compris. Merci pour ce travail. La délibération suivante, elle concerne l'attribution d'une subvention à la maison départementale des adolescents de la Vendée. Juste peut-être vous rappeler que la maison départementale des adolescents a pour mission principale l'accueil généraliste, l'écoute, l'information, l'orientation et l'évaluation de toute situation d'adolescent et ou de sa famille qui se manifeste auprès d'elle. Et elle permet de favoriser l'accessibilité aux soins des adolescents et de développer des actions de prévention et de promotion de la santé sur l'ensemble du territoire. Elle a également un rôle d'accueil et de soutien auprès des parents. Il y a 3 types d'actions en direction à la fois des adolescents, des parents et des familles, et des partenaires et professionnels. Elle intervient déjà sur le territoire, la maison départementale des associations, elle fait des permanences régulières aussi sur la ville de Luçon, et donc nous, la collectivité Sud-Vendée Littoral, on est effectivement très intéressé pour soutenir l'action de la maison départementale dans la mesure où ça correspond parfaitement en fait à la convention territoriale globale qu'on a, vous savez, avec la CAF, notamment sur, je dirais, la souffrance mentale, notamment des adolescents, pour laquelle on répondrait parfaitement en fait à cette fiche action. Raison pour laquelle des échanges se sont faits avec la maison et raison pour laquelle on vous sollicite aujourd'hui pour subventionner donc, cette maison départementale avec au niveau de la contribution donc 9 000 €, ça c'est la part fixe pour toutes les intercos, et ensuite on est sur 11 centimes par habitant, ce qui ferait un total de 15 270 €, 15 121,39 € pour être précis, pour l'année 2025. Est-ce que vous avez des questions sur à la fois les missions exercées par la maison départementale pour ceux qui en auraient, ou pour l'intérêt que nous aurions à accompagner la maison départementale? Pas de questions. À ce moment-là, je mets à vos voix. Est-ce qu'il y a des gens qui sont contre? Qui s'abstiennent? Merci beaucoup. Le point suivant, c'est la réitération de la garantie pour un prêt en fait, souscrit initialement par les îles du Marais Poitevin et qui donc est revenu dans l'escarcelle de la collectivité. Pour faire très simple, en fait, c'est simplement la périodicité qui évolue, c'est-à-dire qu'auparavant, il y avait des échéances trimestrielles, et là, ce qui est proposé, c'est de passer à des échéances mensuelles, et la garantie qui avait été initialement souscrite, c'est 23%. Vous avez une petite coquille dans le rapport qui vous avait été adressée, puisque dans l'article 1er, on parlait de 30%, mais le montant de la garantie, il est bien limité à 23%. Voilà. Des questions par rapport à cette délibération? Pas de questions, des gens sont contre? S'abstiennent? Merci. Bonsoir tout le monde. On va passer donc à l'économie. Ce soir, c'est principalement et seulement d'ailleurs des subventions. La première, c'est une subvention pour la SARL Auvinet-Michael. C'est un électricien qui s'installe à Saint-Michel-en-Lerme dans un bâtiment où il y a 2 sociétés. Je vous parlerai de la deuxième tout à l'heure. Il fait des travaux de rénovation pour installer donc tout son matériel. Les travaux sont de 90 000 €. L'ensemble du financement est fait par la société Auvinet elle-même. Le montant des dépenses éligibles est de 67 182 €, et donc il peut bénéficier d'une subvention de 13 436 €. Donc je vous rappelle, c'est le système de financement numéro 2 qu'on a mis en place depuis bientôt 3 ans. Oui. Ce que je vous propose, c'est d'accorder cette subvention d'un montant de 13 436 € et d'autoriser Monsieur le Président à signer les documents. Y a-t-il des questions d'abord? Non. Quelqu'un est-il contre? S'abstient? Non. Merci. La deuxième, donc, c'est pour la SARL Rondeau. C'est du carrelage cette fois-ci. Il s'installe dans
La deuxième partie du bâtiment que je viens de vous présenter, c'est M. Rondeau va faire pour 55 000 € de travaux. Il y en a 50 000 qui sont éligibles au système de financement qu'on a mis en place. Et donc 10 000, il peut bénéficier de 10 000 € de subvention. Ce que je vous propose donc, c'est d'accorder cette subvention de 10 000 € et d'autoriser Monsieur le Président à signer les documents. Quelqu'un est-il contre ? S'abstient ? Non. Merci. Donc là, on était sur des subventions du système de financement numéro 2. On va passer au système de financement numéro 1, qui lui aussi date de 3 ans. La première, c'est l'SARL Vendée Marine. Donc c'est une société qui a été créée en 1968, qui a été reprise par M. Tartaud le 1er janvier 2023. Il a décidé, en plus de ce qui était déjà fait, il est concessionnaire de la marque Jeannot et réalise des ventes et d'entretien de bateaux de plaisance. Il augmente son magasin avec des équipements de pêche, divers articles de sport nautique. Il fait aussi des e-foils, qui est une nouvelle technologie sur les foils sur les planches. Donc tout ceci va faire des travaux pour 647 000 € en 2 tranches. Ici, on ne parle que de la première tranche qui concerne principalement le magasin. La deuxième tranche concernera un local pour hiverner les bateaux. Il peut prétendre donc avec le système de financement numéro 1 à 50 000 €. C'est en vue des montants qui sont éligibles au système de financement. Ce que je vous propose là, donc, c'est d'accorder cette subvention de 50 000 € à Vendée Marine et d'autoriser Monsieur le Président à signer les documents. Y a-t-il des questions ? Non ? Quelqu'un est-il contre ? S'abstient ? Non, merci. Et le dernier, c'est concernant l'entreprise SCI Richelieu. Donc c'est M. Tiffaigne qui a fait l'acquisition en 2025 l'ancien bâtiment Le Bordeaux, que je pense à peu près tout le monde doit connaître, qui est situé à Luçon. Ils ont ouvert récemment un bar, donc c'est un bar à vin. Il y a aussi des plans de chasse. Ils ont fait énormément de travaux qui sont évalués à 630 000 € hors taxes. Le montant éligible pour la subvention est de 460 000 et donc la subvention auquel il a droit est 40 000 €. Ce que je vous propose, donc, c'est d'accorder cette subvention et d'autoriser Monsieur le Président à signer les documents. Y a-t-il des questions ? Vous y êtes peut-être déjà allé ? Oui, Dominique. Voilà, c'est pas mal, je vous conseille. Revenons à la question. Quelqu'un est-il contre ? S'abstient ? Non. Merci. Bien, merci Bruno. En l'absence de René, je vais présenter le point numéro 8 qui concerne l'acquisition de la parcelle cadastrée ZB50 au Gagne-Fougères, c'est à l'Héroux. Vous le savez, dans le cadre de notre stratégie mobilité, nous cherchons donc à réduire l'usage de la voiture individuelle et notre stratégie, elle s'articule notamment sur le développement de ce qu'on appelle les nœuds de mobilité. Qu'est-ce que sont les nœuds de mobilité ? Ce sont des espaces répartis sur l'ensemble du territoire de la communauté de communes et qui permettront aux habitants d'accéder à des offres de mobilité alternatives. On aura des offres qui seront variables selon les sites, qui pourront se décliner à la fois en covoiturage, vélo, transport collectif régulier ou transport à la demande. Et c'est pourquoi il est envisagé donc la création d'un nœud mobilité au niveau du giratoire donc, de la RD 949 et la RD 60, c'est sur les communes de l'Héroux et de la Bretonnière. On a une opportunité foncière sur ce secteur pour créer, je dirais, ce nœud de raccordement, sachant qu'on est sur un axe clairement stratégique pour le territoire. Et on est sur une superficie qui représente 5 371 m² pour un prix de 11 000 €. C'est une propriété actuellement du conseil départemental. Et donc ce qui vous est proposé, bien sûr, c'est d'acquérir cette parcelle et à terme d'y faire notre fameux nœud de mobilité. Est-ce que vous avez des questions sur cette délibération ? Pas de questions. Est-ce que des gens sont contre ?
s'abstiennent. Je vous remercie. On a ensuite un certain nombre de délibérations sur les accueils de loisirs, et notamment donc, sur Chailly-les-Marais et Triez. Le premier point, c'est la résiliation amiable par anticipation d'un bail emphytéotique de juin 1999 entre la commune de Chailly et nous-mêmes. C'est lié aux travaux actuellement en cours. Et Laurence, tu pourras compléter si tu le souhaites. Simplement, donc, on s'était nous substitué donc, aux îles du Marais. On a aujourd'hui donc des modifications qui sont conséquentes par rapport à ce bail emphytéotique, qui sont liées, donc, comme je viens de le dire, aux travaux de restructuration et d'extension de l'école élémentaire, et ce qui nous amène finalement à procéder à la résiliation de ce bail. On parle là, pour ceux qui connaissent, de la partie gauche de l'école par rapport à l'entrée principale. Voilà. Est-ce que vous avez des questions ? On est dans du formalisme, mais lié aux travaux, il faut le faire. Pas de questions, des gens sont contre, s'abstiennent. Et donc, on a finalement la suite, qui est une convention de mise à disposition des locaux pour l'accueil de loisirs par la commune donc de Chailly-les-Marais, puisque vous le savez, on est sur un équipement mutualisé. Dans le cadre des travaux qui sont encore réalisés actuellement donc à l'école élémentaire, on a donc une mise à disposition de l'accueil de loisirs et on est dans des locaux provisoires, là encore sur l'école élémentaire. Et ce qu'on vous demande, c'est de pouvoir disposer donc d'une mise à disposition durant les vacances scolaires, donc vacances d'automne, celles de Noël, d'hiver et de printemps, et pendant les vacances d'été. Et donc, forcément, il y aura une participation aux frais de fonctionnement, frais qui seront de 45 € par jour pour l'accueil de loisirs durant donc, les petites vacances scolaires, et étant entendu que c'est nous qui assurons le ménage des locaux. Et ensuite, on sera à 75 € pour les mercredis, hors donc, vacances scolaires, puisque c'est la commune qui assumera le ménage. On précise également que dans le cadre de la mise à disposition par l'équipe pédagogique de matériel pour la réalisation des animations, il est prévu un financement à hauteur de 70 € par jour et par enfant, toujours dans le cadre de cette convention. Elle est conclue pour une durée d'1 année, reconductible, et donc à compter 70 centimes, pardon. Bravo, merci. J'entendais comment... Catherine, c'est bien. J'étais trop généreux. Merci. Merci à toi pour ta vigilance. Mais vous aviez tous compris que c'était 70 centimes. Je suis trop pringue pour que ce soit plus, c'est ça ? Donc, très bien, merci de la correction. Voilà sur cette convention. Est-ce que vous avez des observations, des questions, des remarques ? On y va comme ça ? Des gens sont contre ? S'abstiennent ? Merci. On passe ensuite sur la commune de Triez pour la mise à disposition donc, des locaux, dans le cadre là aussi de l'accueil de loisirs. Je vous rappelle simplement donc, que Triez nous met à disposition des bâtiments et des installations, donc le restaurant scolaire et le clubhouse, dont elle est propriétaire. Je ne vous liste pas l'ensemble des équipements, vous les aviez dans le corps de la délibération. Et nous, on met à disposition, puisque nous sommes propriétaires aussi d'un bien attenant pour la commune, donc d'une salle pour les petits, d'une salle pour les grands, et tout ce qui concerne la circulation et les halles. Et donc, l'idée, c'est de reprendre donc, ces conventions, de dire que, dans le cadre des occupations pour les uns et pour les autres, il nous faut proratiser, que la communauté de communes, elle s'acquittera d'une redevance annuelle de 7 079 €. La commune, quant à elle, s'acquittera d'une redevance annuelle de 2 664 €. Concernant les dépenses d'investissement, donc celles portant sur les biens meubles seront prises en charge par la collectivité concernée pour les activités. Concernant les biens immeubles, tout ce qui est acquisition, travaux, chaque collectivité les prendra en charge en tant que propriétaire des locaux. Et une participation pourra être demandée en fonction de la nature, bien sûr, des travaux ou des acquisitions à l'autre collectivité. Est-ce que vous avez des questions sur cette délibération ? Pas de questions. Des gens sont contre ? S'abstiennent ? Je vous remercie. Ça marche ? Bonsoir à tous. Alors, moi, j'ai une première question. Je dois vous présenter donc une convention valant transaction avec le syndicat mixte Bassin du Lek concernant le dispositif de réalimentation de la semaine. Alors, j'ai deux manières de la présenter. Soit j'y vais à l'essentiel et puis on ne raconte pas l'histoire qui date de 40 ans.
C'est comme tu veux. Alors, Monsieur le Président, c'est vous qui tranchez. Soit je raconte l'histoire de 40 ans, soit je ne la raconte pas. L'essentiel, on ne va pas la raconter. Donc vous ne souhaitez pas qu'on la raconte. Après, pour ceux qui veulent, nous montre du pot. Voilà. Oui. Par contre, je vais en profiter pour dire quelque chose, c'est que on est quand même parti sur une histoire où il y avait un assèchement total d'une rivière, avec des conflits énormes sur le territoire, entre les usagers, les riverains, les irrigants, les non-irrigants. Les élus se prenaient la tête. L'administration n'était pas d'une seule voix. Et on s'est parlé, on s'est écouté, on a trouvé des solutions. Et depuis 25 ans, la rivière n'est jamais asséchée. Moi, j'ai fait monter les gens sur les poissons morts exprès pour qu'ils comprennent ce qui se passait. Quand ils crevaient, vous voyez, hein, quand ça sentait le plus mauvais. Et bien voilà, on a réussi. Et aujourd'hui, je pense que le résultat est là. Donc, j'espère que d'autres entendent ce que je suis en train de dire, parce que si les hommes ou les femmes sont si idiots pour recommencer 40 ans après les mêmes erreurs, ou peut-être 100 ans après, ben ça a désespéré. Donc voilà, moi j'estime qu'on a fait du bon travail. Donc je ne vais pas raconter l'histoire, mais j'ai commencé à la raconter. Elle mériterait qu'on la développe et que chacun s'y penche. Mais comme beaucoup de gens ne l'ont pas connue, puisqu'ils n'étaient pas là il y a 40 ans, ou pas, ou trop jeunes, je ne vais pas le faire. Donc c'est simplement est arrivé après, quand les élus se sont bien entendus, et puis que l'administration a accepté. On a mis en place donc une réalimentation, une des nombreuses réalimentations sur ce secteur, pour sauver une rivière. Et pour développer donc une économie agricole, puisqu'il y avait de l'irrigation sur ce territoire. Et donc, la communauté de communes du pays de Saint-Hermine, à l'époque, avec des personnes que je tiens à citer, M. Jean-Pierre Damby et M. Norbert Barbary, donc, ont accompagné donc, ce développement de ce transfert, en partenariat avec une convention, une association d'irrigation qui s'appelle les Hauts-de-Spagne, sur le territoire de Saint-Hermine à l'époque, donc Saint-Jean-d'Hermine aujourd'hui, tiré la Chapelle-Témère, entre autres, voire Saint-Valérien. Et donc, a été mis en place des installations qui sont tout simplement des pompes sur le secteur de la réorte à l'engraisserie, donc c'est plutôt sur le lait, des canalisations qui arrivent à l'amont de Saint-Hermine, une autre station de pompage qui relève l'Auge jusqu'en amont de tirer jusqu'à la Chapelle-Témère. Voilà, donc ces dispositifs ont été mis. Alors, il y a eu une petite discussion au moment de la passage de la compétence GEMAPI pour savoir si on devait la transférer, donc, puisqu'on a transféré la compétence GEMAPI aux deux syndicats mixtes, qui sont le bassin du lait et puis Vendée-Sèvres-Authise. Et il y a eu une petite discussion. Ce n'était pas très, très facile. Désormais, on est convaincu que c'est de la GEMAPI, donc il faut transférer, puisqu'on a l'obligation de le faire, donc au syndicat mixte bassin du lait. Donc l'ensemble de ce qu'on vous propose, c'est de régulariser la situation au titre de la gestion de ce système, et ce, à compter du 1er janvier 2026, et d'autre part de purger à titre transactionnel tout litige au titre de la période antérieure à la prise effective de cette gestion par syndicat mixte. Voilà, donc il a fallu un peu travailler au niveau administratif. Et je tiens à remercier, et je vais citer là aussi, parce que c'est pas souvent, Corinne Girard pour le travail qu'elle a fait, qui était un travail assez compliqué avec l'ensemble des administrations pour ces titres qui étaient en jeu. Voilà, donc je vous demande d'adopter la convention jointe au présent avec le procès-verbal qui lui est annexé et que tout le monde a lu, j'espère bien. Et donc, je vous propose, sauf si vous avez des questions. Il n'y a pas de questions. Ne vous inquiétez pas, je pourrais, peut-être que, comme je vais prendre ma retraite, je peux peut-être écrire, dans le fond. Et puis comme ça, vous pourrez lire. Et puis, donc, je vous propose donc d'approuver les termes de la Convention et d'autoriser Monsieur le Président à signer la dite Convention et tous les documents relatifs à cette Convention. Est-ce qu'il y a des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie, Monsieur le Président. Vous serez le premier à voir le livre que j'écrirai. Plaisir. Je fais la préface. Ok. 13e délibération, donc c'est un avenant, bonsoir à tous. 13e délibération, donc un avenant à la Convention foncière pour la réalisation d'un renouvellement urbain donc entre l'établissement public foncier de la Vendée, donc l'EPF, la commune de Sainte-Gemme-la-Plaine et puis la communauté de communes Sud-Vendée Littoral.
En fait, donc en 2022, il y a une intervention donc, de l'EPF donc, de la Vendée pour conduire des actions sur le secteur de la merlaterie, hein, ce secteur visant à accueillir un projet à vocation d'habitat essentiellement donc, sur la commune de Sainte-Gemme. Dans ce cadre, une convention tripartite a été prise bien sûr entre l'EPF, la communauté de communes et la commune de Sainte-Gemme. C'était le 24 mars 2022. C'était une convention pour une durée de 4 ans. Aujourd'hui, on vous demande tout simplement de prolonger cette convention de 2 ans pour, bien sûr, la passer à 6 ans sur cet îlot et sur ce périmètre. Donc, il est proposé au Conseil communautaire d'approuver cet avenant, hein, donc, pour la durée de 6 ans, et d'autoriser, bien sûr, le président à signer tous les documents afférents à ce dossier. Des remarques, des questions? Non. Donc on soumet à votre vote qui est contre, qui s'abstient, à l'unanimité. Merci. Le point 14 concerne le service commun cuisine centrale. C'est pour une modification du règlement intérieur. D'une part, il y a lieu de supprimer l'article 10.4 puisqu'il n'y a plus de régie recette à la cuisine centrale. Et le point 2, c'est la prise en compte des épisodes caniculaires. Et il y a lieu d'ajouter l'article 9.7 qui dit qu'en cas de canicule, nécessitant une réorganisation des conditions d'accueil au sein des établissements scolaires, après accord de la commune organisatrice de la restauration scolaire, les repas non consommés des convives seront facturés aux familles, sauf s'il est décidé une fermeture totale de l'établissement scolaire. Ça a été un sujet cet été par rapport à toutes les écoles qui sont concernées par le service commun. Donc, est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des oppositions? Des abstentions? Merci. Bonsoir à vous. Moi, je vais vous parler du règlement en vigueur dans les accueils de loisirs sans hébergement gérés par la communauté de communes. Nous avons passé un règlement intérieur qui est valable depuis 2024, le 23 mai 2024, mais il y a lieu d'établir un règlement intérieur afin de définir le bon fonctionnement du service. Le Trésor public a demandé une précision de l'application des tarifs de la communauté de communes ou hors communauté de communes pour l'accueil des enfants dans l'ensemble des accueils de loisirs. Ainsi, les articles 7 et 18 sont modifiés comme suit. L'article 7, modification d'admission. Les accueils de loisirs intercommunaux sont ouverts prioritairement aux enfants scolarisés ou résidant sur le territoire géographique de la communauté de communes, aux enfants dont un parent travaille sur le territoire géographique de la communauté de communes, aux enfants en vacances chez leurs grands-parents, oncles et tantes, résidant sur le territoire géographique de notre communauté de communes. Les accueils de loisirs intercommunaux sont ouverts aux autres enfants extérieurs au territoire dans la limite des places disponibles. Pour être accueilli, l'enfant doit avoir été inscrit au préalable. L'article 19 parle de la facturation et du paiement. La réservation ainsi que la fréquentation d'un enfant dans un accueil collectif de mineurs entraîne une facturation du séjour aux responsables ayant signé la fiche d'inscription. Les tarifs sont fixés par le conseil communautaire. Ils sont notamment établis sur la base du quotient familial du responsable et diffèrent selon les modalités d'admission définies à l'article 7. Un tarif public prioritaire au public non prioritaire sera appliqué. Les participations familiales sont recalculées chaque début d'année après la mise à jour des quotients familiaux et ensuite à la demande des familles en cas de modification sur présentation d'un justificatif. La prise en compte du nouveau tarif se fera le mois suivant la demande, sans effet rétroactif. En l'absence de quotient familial connu,
le directeur de l'accueil collectif de mineurs demandera la fourniture et la déclaration de revenus de l'année précédente du responsable. En l'absence de justificatif, c'est le tarif correspondant au quotient familial le plus élevé qui s'applique. La facturation est établie mensuellement. Le paiement est demandé dans les 30 jours qui suivent l'envoi au responsable de l'enfant. Le paiement est possible par prélèvement, virement, Internet ou via Tipeee, chèque, carte bancaire, chèque vacances, CESU pour le séjour des enfants de moins de 6 ans, espèces directement au service de gestion comptable de Luçon. En cas de difficulté du paiement, les responsables sont invités à se rapprocher rapidement de la directeur ou de la directrice de chaque accueil qui pourra les orienter vers les organismes adéquats. Toute annulation hors délai, soit pour le mercredi avant le dimanche midi qui précède et pour les vacances avant le lundi midi qui précède la semaine de vacances ou absence non justifiée est facturée. Y a-t-il des demandes de précision? Donc, je propose aux membres du Conseil communautaire. Une question? Oui, juste une question. Pourquoi il est précisé que c'est pour les séjours des enfants de moins de 6 ans? Oui. Je reprends. De toute façon, c'est pour tous les enfants. Oui, tu as raison. Je ne vois pas le truc. Pourquoi c'est que pour les enfants de moins de 6 ans? Oui. Oui, pour le séjour des enfants de moins de 6 ans, la facturation est établie mensuellement. Le paiement est demandé dans les 30 jours qui suivent l'envoi au responsable de l'enfant. Le paiement est possible par prélèvement, virement, Internet, via Tipeee, etc. CESU pour le séjour des enfants de moins de 6 ans. Et espèces directement. Pourquoi moins de 6 ans? Je ne sais pas. Il me dit qu'on répondra plus tard. Oui, oui. Je vais demander des précisions au service parce que je suis incapable de vous répondre. Oui. Ça concerne la réduction d'impôt, tout simplement. C'est pour la réduction d'impôt, enfants de moins de 6 ans. C'est ça, oui. C'est avec le CESU. C'est bon? Non. Tu fais passer au vote? Ouais. Il est proposé aux membres du Conseil communautaire d'adopter les modifications indiquées du présent règlement intérieur et de fixer l'entrée en vigueur du règlement intérieur à la date exécutoire de la délibération l'approuvant. D'autoriser Monsieur le Président à signer le dit règlement intérieur annexé à la présente délibération. Y a-t-il des oppositions? Y a-t-il des abstentions? Je pense, Monsieur le Président, que tout le monde est d'accord. Bonsoir à toutes et tous. Je vous propose d'être rapide sur la première et synthétique sur les trois suivantes. En tout cas, la première qui concerne une demande de subvention auprès du CIDEV, puisque vous le savez, la communauté de communes intervient, finance et accompagne les écoles dans les interventions au milieu scolaire. Et dans le cadre du plan climat et énergie depuis 2021, on a proposé d'y inclure un volet environnemental. Alors vous vous rappelez qu'il y a 3 programmes qui sont proposés aux écoles du territoire. Les 3 programmes, on reçoit toujours un réel succès puisqu'ils sont suivis par les 10 classes. On a ce seuil et systématiquement les 10 classes se sont inscrites sur le programme 1 qui concerne plutôt les déchets.
le programme 2 autour de l'impact de l'homme sur l'environnement et le programme 3 autour de la biodiversité, la découverte de parfois ce qui les entoure, et ils ont parfois aussi du mal à aller voir ce qui se passe dans la mare, dans la haie ou dans la prairie à côté de l'école. Donc c'est toujours aussi intéressant de les accompagner sur cette découverte de la biodiversité, qu'elle soit ordinaire ou extraordinaire. Donc vous allez, si vous le voulez, en annexe, vous retrouverez les 10 classes qui profitent de ces 3 projets-là. Et rappelez que donc c'est la CICADEL, qui est une association d'éducation à l'environnement, qui est aussi reconnue par l'Éducation nationale et qui s'est vue attribuer ces marchés-là. Et puisque ce volet environnemental s'insère et intègre le plan climat, air, énergie, eh bien le CIDEV accompagne sur le programme 2 uniquement, c'est-à-dire l'homme et l'environnement, et sur la biodiversité, peut accompagner la communauté de communes à hauteur de 3 000 €. Et vous voyez que le montant total des dépenses est estimé à 17 500 € hors taxe. Et donc ce qui vous est demandé ce soir, c'est de permettre au président de solliciter cette aide de 3 000 € auprès du CIDEV. Est-ce que ça amène des discussions ou des commentaires? Non, je vous soumets au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Les 3 suivantes sont donc la délibération 17, 18 et 19 concernent en fait 3 conventions de transfert. En fait, vous allez voir, c'est la mise à disposition des toitures de bâtiments communaux. Donc un transfert de la commune vers la communauté de communes, et puis, alors j'ai oublié de le dire, pour faire de la production énergétique grâce au photovoltaïque, donc un premier transfert de la commune vers la communauté de communes, et ensuite de la communauté de communes vers Sud Vendée Littoral Énergie, qui est la société que nous avons créée. Peut-être juste avant de parler de ces 3 conventions, vous rappelez un petit peu les travaux et les investissements qui ont été conduits par Sud Vendée Littoral Énergie depuis en 2024-2025. C'est 1 092 000 €, dont 65 515 € à la charge de la communauté de communes, avec donc des puissances installées notamment autour des ombrières sur parking, Luçon, l'Aiguillon-la-Presqu'île et Moreil. Donc c'était une première grappe de projet en 2024-2025. Qui ont permis et qui permettent de couvrir la consommation annuelle de 397 habitants. Et puis, dans la seconde grappe de projets qui va arriver, donc 2025 et 2026, on va être sur un montant d'investissement de 1 593 000 €, dont 335 088 € à la charge de la communauté de communes. Et là, donc, on va, grâce à cette grappe de projets, réaliser de la production photovoltaïque qui va couvrir 602, l'équivalent en tout cas de 602 habitants, et donc ça va porter les délibérations, vous l'avez compris, sur du photovoltaïque sur le bâti de la Réorte pour un atelier municipal, sur la maison médicale de Mareuil-sur-Lay, sur la salle de danse de Saint-Jean-d'Hermine, et on passera plus tard aussi à un projet pour Saint-Gemme-la-Plaine. Donc là, les délibérations vont porter, on va revenir dessus, sur ces transferts de toiture de ces 3 communes-là. Et puis j'en profite quand même juste pour préciser qu'il va y avoir aussi dans le cadre des autres projets de la grappe 2025-2026 des ombrières photovoltaïques sur l'Héroux, sur la gare routière de Luçon. Et puis on aura aussi le parking de la salle Clémenceau à la Réorte et la salle de sport des Manille-Régnier. Donc voilà, pour être le plus exhaustif possible sur les travaux qui seront engagés à travers la société de projet sur les travaux 2025-2026. Alors pour reprendre la délibération, vous avez compris, en fait, la première délibération sur le point 16 concerne le transfert d'une partie, je crois, je cherche Magali, une partie de l'atelier municipal, c'est pas toute là, hein, c'est une partie de l'atelier municipal, donc avec ces 2 conventions, la première, vous avez compris, qui est un transfert de la commune vers la communauté de communes, puis ensuite de la communauté de communes vers la société Sud Vendée Littoral Énergie. Alors juste pour préciser, elle couvre, je n'ai plus le volume, je l'ai plus là, je l'ai mangé, vous l'avez, c'est je crois l'équivalent de 13 habitants, consommation de 13 habitants, et vous avez en annexe en tout cas les présentations du projet, la présentation aussi des conventions, et j'ai oublié de rappeler qu'il y a un loyer annuel de 50 €. Voilà, donc s'il n'y a pas de questions, on va donc enchaîner les 3 délibérations, donc celle-ci concerne, vous l'avez compris, le transfert pour l'atelier ou une partie de la toiture de l'atelier communal de la commune de la Réorte. Des questions? Non, je mets
aux voix, qui est contre, qui s'abstient. Je vous remercie. On poursuit donc avec la délibération 17, qui est... Non, 18, pardon, c'est que j'étais sur la 17 et je l'avais, les chiffres en plus. Donc là, on est sur la commune de Mareuil pour la maison médicale, pour un espace de 250 mètres carrés pour une production qui va couvrir l'équivalent de consommation annuelle de 18 foyers, et donc toujours le même système, donc un transfert de la commune de Mareuil vers la communauté de communes, et puis ensuite de la communauté de communes vers Sud Vendée Littoral Énergie. Est-ce qu'il y a des questions? Non. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Et donc, dernier exercice qui concerne la Saint-Jean-d'Hermine, c'est la toiture de la salle de danse, 220 mètres carrés pour une production, alors je vous passe les puissances, mais vous les avez, et ce qui est plutôt parfois plus explicite, c'est le nombre, l'équivalent de la consommation annuelle, là on est sur 16 habitants, et donc je vous demande, si vous êtes d'accord, d'approuver, qui est contre, qui s'abstient, je vous remercie. C'est bon? Je reprends la main. Donc, c'est l'automne, donc les rapports tombent comme les feuilles. Et je vous préviens, c'est 2024, alors que vous auriez aimé peut-être qu'on parle de 2025, et même de 2026 d'ailleurs, parce que c'est peut-être aussi intéressant. Mais je suis obligé de vous parler de 2024. Donc, c'est le service public industriel et commercial qui a été créé. Alors, c'est un peu spécial, mais c'est comme ça. Hein, ce qu'on appelle un SPIC, assainissement. Et ça, c'est depuis le 1er janvier 2023. Donc, il y a eu les fusions des budgets... ce qu'on appelait le SPANC, donc l'assistement non collectif, et la station d'épuration du Vendéopole, hein, qui appartient à la communauté de communes depuis le départ, depuis 2017. Il n'y a plus qu'un budget. Alors 2023, comme c'était une année de fusion des deux budgets, c'était un peu compliqué, mais bon. Hein, donc c'est en gestion directe via une régie dotée de la seule autonomie financière. Donc 2024, on est un peu plus stable. Donc il y a 20 communes exclusivement en assainissement non collectif. Au niveau des communes vendéennes, c'est une des plus grosses intercommunautés avec autant d'assainissement non collectif. 12 000 ANC environ, ce qui est très important et très difficile à contrôler, vous allez voir. Hein. Et il y a 22 communes qui sont en assainissement collectif, mais avec des assainissements non collectifs aussi en complément. Le service en 2024 est composé de 6 agents. Il y a une évolution en 2025 avec des difficultés pour certains agents, avec des arrêts de travail malheureusement. Mais donc en 2024, c'est 6. Une compétence, je rappelle que le SPANC, hein, c'est une compétence obligatoire des communes. Certains se disent qu'il ne faudrait pas qu'on s'en occupe, mais et je rappelle les missions. Hein, c'est contrôler les installations nouvelles et existantes, conseiller les usagers du service, et on y tient beaucoup, hein, et garantir le bon fonctionnement des installations, tout ça pour préserver l'environnement et éviter les risques sanitaires. Et on l'oublie toujours, parce qu'on oublie tous qu'on envoie dans nos stations d'épuration et dans nos assainissement. Et je ne vous le dis pas, il n'y a pas que des belles choses. Mais bon. Les chiffres de 2024, hein, c'est 1690 contrôles réalisés en 2024, 15% des contrôles ont concerné des ventes immobilières. Alors, les ventes, c'est un gros travail de contrôle, évidemment obligatoire. Il faut savoir quand même que les ventes ont diminué, ont divisé par 2 depuis 2021. Donc c'est important, on était à peu près à 500 contrôles de ventes immobilières en 2021, et on est tombé à 252 en 2024. Mais attention, il y a aussi des ventes qui se font après des contrôles de bon fonctionnement, ce qui fait qu'elles ont 3 ans où leur contrôle est valable, donc ça joue aussi. Et là, par contre, on a énormément augmenté, puisqu'on a à peu près 900 contrôles de bon fonctionnement, hein, pas loin de 1000, en régie. C'est important. Et là, les résultats ne sont pas terribles. Hein, je peux vous le dire quand même. Il y a à peu près 10% sur les contrôles réalisés en 2024 qui sont soit sans installation, soit non conformes, mais avec un risque sanitaire très important. Et il y en a 60% qui sont non conformes. Voilà, mais on dit sans délai de travaux. Donc le bilan n'est pas joyeux. Hein. Alors, il y a des gens qui refusent les contrôles, d'autres qui ne veulent pas réhabiliter. Donc on a pris en 2023, en décembre 2023, une décision sur les pénalités applicables.
Et désormais, c'est en cours. Alors, on a quelques rencontres avec ceux qui reçoivent désormais, après quelques lettres, reçoivent des lettres recommandées. Et évidemment, les maires sont bien au courant, puisqu'ils sont les premiers interpellés. Le service est ferme, mais souple. C'est-à-dire que quand il y a de la bonne volonté, on reste souple. On n'est pas, et on est dans la discussion. Mais à un moment donné, je pense que si certains ne jouent pas le jeu, on n'a pas d'autre solution que d'appliquer les pénalités. Donc, c'est un point très important qu'il faut bien reconnaître. Le bilan technique, c'est en 2024, il y a eu plusieurs communes qui ont été faites, Corps, Péo, La Couture, La Bretonnière, La Claye. En 2025, on a fait les Pinots, Tiré, Saint-Étienne-de-Boulouet qui est en cours, Saint-Thomas-la-Plaine, pour les contrôles. Voilà. Donc, ça se passe bien dans l'ensemble. Il y a quelques cas de figure ou quelques cas de figure où c'est un peu dur, mais on arrive toujours à ce que les tarifs n'ont pas bougé en 2024 par rapport à 2023. Voilà pour le SPANC. Je finirai par les sous tout à l'heure. Alors, sur la station d'épuration du parc Vendéopole, je rappelle qu'il y a 42 abonnés, c'est peu, ces industriels ou les entreprises du Vendéopole. On a 4 industriels, beaucoup plus importants, qui déversent beaucoup plus, là, avec des conventions spécifiques. On a très peu de réseaux par rapport des assainissements collectifs ailleurs, puisqu'il n'y a que 5 km de réseau à peu près. Il y a 2 communes, je ne sais plus si c'est 2 maintenant, parce que c'est Saint-Jean-d'Hermine, d'accord. Donc il y a deux installations. Donc, avant, il y avait Saint-Jean-de-Beugnier et puis Saint-Hermine qui sont raccordés, mais pas qu'une partie pour Saint-Hermine. Les bilans sont idem que 2023, c'est-à-dire qu'on est à peu près à 110 000 m3 qui sont traités. J'ai très très peu d'interventions et renouvellements sur ces stations d'épuration. C'est une bonne chose, parce qu'elle a un peu d'âge quand même, puis elle n'a pas fini de payer. Donc c'est très bien, ça se passe bien. Donc rien à dire sur cette station et aux normes. Les sous, j'ai fini, Monsieur le Président, ne m'inquiétez pas. Je vais aller directement, puisque désormais il n'y a plus qu'un budget. Je veux dire simplement que le SPANC, c'est un léger déficit, si on remet c'est difficile, c'est pour ça qu'on nous engueule que les prix sont élevés, mais c'est très très difficile d'équilibrer le SPANC, mais on avait 13 000 € de résultats dans le déficit. Par contre, on a un très bon résultat sur la STEP Vendéopole, ce qui fait que nous sommes aujourd'hui avec un résultat d'exercice excédent reporté compris à 440 000 €. Voilà, donc si vous avez des questions sur les rapports 2024 et d'autres, je suis à votre disposition. Il n'y a pas de questions. Donc je pense que vous avez tous pris acte des rapports. Donc, je vous demande de les approuver. Il faut qu'on transmette ça aux services préfectoraux et puis on met en ligne tous ces jeux. Est-ce qu'il y a des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. Je continue? Oui, d'accord. Donc, le service d'assainissement de la communauté commune a désigné un directeur. Alors, nous avions nommé provisoirement M. Sébastien Lemoin comme directeur de la régie service de l'assainissement de la communauté commune Sud-Ouest littoral, dans l'attente d'un recrutement. Ce recrutement a eu lieu le 1er juillet 2025. M. Olivier Vert, je crois, vous verrez, je sais pas, comme responsable du service d'assainissement. Donc, je vous demande d'approuver sa désignation. Le Freddy Giraudot, qui était donc responsable aussi, donc va plutôt s'occuper du SPANC, et Olivier Verret plutôt de l'assainissement collectif. Et il est à votre disposition parce que vous savez tous que l'on a pris la compétence pour le 1er janvier 2026 de 19, 20, je me souviens plus, 20. C'est 19, non? Parce qu'il y a trois communes qui n'ont pas transféré. 19. Ah, il y a plus de stations que ça. Voilà, 19 communes. Voilà, donc je vous demande d'approuver la désignation de M. Olivier Vert au poste de directeur de la régie service de l'assainissement de la communauté de communes Sud-Vendée littoral. Est-ce qu'il y a des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. Merci, Jam. 3 délibérations pour terminer ce conseil communautaire. Le point 22, c'est la fixation du montant de la participation de Sud-Vendée littoral pour le risque santé. J'imagine que c'est un point que vous avez dû aborder ou que vous allez aborder prochainement dans vos collectivités
respectives. Donc vous le savez, hein, on peut fixer le montant entre 30 et 15 euros. Le choix qui a été fait en concertation avec les organisations syndicales et les représentants donc, du personnel, ce serait de proposer donc, pour les contrats individuels labellisés un montant de 20 euros brut mensuels par agent titulaire d'un contrat à compter donc, du 1er janvier 2026. On vous rappelle, mais vous le savez, hein, que sont éligibles donc, tous les titulaires et les stagiaires, les contractuels de droit public et droit privé, justifiant d'un contrat d'une durée minimum de 6 mois et également les personnes mises à disposition auprès d'organismes extérieurs et ceux également détachés auprès de Sud-Vendée Littoral. Donc le montant qu'on vous propose, c'est 20 euros. Bon, je sais que dans certaines collectivités, il y avait un peu de tout. Le sur la ville, c'est 20 aussi. Bon, voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous avez des questions? Pas de questions? Est-ce qu'on part sur les 20 euros? Des gens sont contre? S'abstiennent? Je vous remercie. On a ensuite une modification du SCIA, complément indemnitaire annuel. Donc on avait déjà délibéré en juillet 2020. Donc là, l'idée, c'est de maintenir le nombre de points à 200, de passer le montant brut donc, du CIA à 800 euros, d'ajouter également un critère supplémentaire et indépendant donc, de la part variable dont je viens de parler précédemment, qui, elle, porterait sur la participation à des projets spécifiques ou exceptionnels, donc, et ce serait là aussi avec la validation de l'autorité territoriale, et on serait là sur un montant brut de 200 euros, donc cumulable avec le montant, bien sûr, que je vous ai indiqué précédemment. Et donc l'idée, hein, c'est de permettre de valoriser la capacité des agents à entreprendre avec méthode, un projet ou une action spécifique ou exceptionnelle, aboutissant donc à la réalisation d'un service ou d'un produit fini. Bien sûr, toutes les autres modalités, elles, restent inchangées. Est-ce que vous avez des questions par rapport à cette modification, ces modifications du CIA? Pas de questions? Les gens sont contre? S'abstiennent, merci. Et puis, dernier point, concerne donc la modification du tableau des emplois. Donc, considérant le départ et le remplacement de l'infirmière en soins généraux, il convient de supprimer le grade de l'agent sorti des effectifs de la communauté de communes et donc de proposer de supprimer le grade d'infirmier en soins généraux à temps complet. Considérant le départ et le remplacement de 2 instructeurs d'autorisation du droit des sols, il convient de supprimer 2 grades d'adjoint administratif à temps complet. Considérant donc l'inscription d'un agent de la communauté de communes sur la liste d'aptitude de la promotion interne 2025 des attachés territoriaux, il convient de supprimer un grade d'animateur principal première classe à temps complet. On a ensuite la nécessité de l'unité d'entretien des locaux. On vous propose de modifier le temps de travail d'un adjoint technique de 21h50 par semaine à 30h70 par semaine. Et enfin, la demande d'un animateur de l'ALSH de Chaillé-les-Marais qui souhaite diminuer son temps de travail en raison d'un recrutement par une autre collectivité. Il est proposé de modifier le temps de travail d'un adjoint territorial d'animation de 25 heures par semaine à 15h15 par semaine. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions? Des gens sont contre? S'abstiennent? Je vous remercie. J'en ai terminé avec l'ordre formel du Conseil communautaire. Est-ce que vous avez des questions diverses? Nicolas, question, ouais. Concernant le balayage des routes, parce que là, ça veut dire qu'au mois d'octobre, on n'a vu personne, on n'est pas prévenu. Enfin, en tout cas, l'agent technique ce matin, il m'en a fait part ce matin, il me dit donc le marché, on a appelé Baudin, pensant que c'était une erreur, qu'il nous avait oublié. Oui. En fait, Baudin ne nous a pas oublié, c'est qu'il n'a plus le marché. Oui. Et du coup, quand est-ce qu'il redémarre, tout simplement, et avec qui? Alors, on était sur un marché qui se terminait là, hein, au 30 septembre. Donc, on a consulté et effectivement, ce n'est pas l'entreprise dont tu viens de parler qui a été retenue, puisque la mieux-disante, c'est l'entreprise de Guyonnet, de Nallier, qui a obtenu le marché. Donc, il y avait une réunion de DGS mardi. Je pensais que le sujet a été abordé. Ouais, je confirme. Le sujet a été abordé dans le cadre d'une réunion des DGS de mardi, donc il y a un nouveau prestataire. Ce qu'on fera, Brigitte et puis peut-être d'autres, si effectivement vos DGS n'étaient pas présentes à la réunion, on se rapprochera de vous, donc n'hésitez pas à en parler à Régis, qu'on puisse vous donner effectivement les coordonnées du nouveau prestataire. Et tu as raison, avec la météo annoncée la semaine prochaine, je pense que l'entreprise retenue aura fort à faire parce qu'on risque de l'appeler, en tout cas en nombre, avec la pluie et donc les feuilles qui vont voler dès la semaine prochaine. Pas de souci. Donc ça, c'est effectivement prévu. On va se rapprocher de ta secrétaire. Il n'y a pas de souci. Est-ce qu'il y a d'autres questions?
Pas de questions. Donc simplement remercier le public venu nombreux. Donc vous l'avez vu, on a abordé ce soir la question des déchets avec la redevance incitative à venir et toutes les questions qui peuvent forcément en découler. On a attribué un certain nombre de subventions aux entreprises, subventions également à la maison départementale des associations. Donc là, c'est dans le cadre de notre compétence enfance-jeunesse. On a parlé de mobilité, avec le nœud mobilité sur les roues. On a parlé d'environnement et de transition écologique avec les centrales photovoltaïques, avec le service public d'assainissement non collectif. Et puis, on a, si j'ai bien compris, déjà mis fin à une histoire vieille de 40 années, donc une séance efficace. Ce que je vous propose maintenant, c'est de terminer l'ordre du jour, et on a toujours un moment de convivialité pour échanger avec les élus présents, le public venu en nombre. Merci à vous, belle soirée et bon retour.